Amna Geblaoui, bonjour. Bonjour Hichem. Bonjour. Vous êtes universitaire, spécialiste de l'islam. Vous dirigez aussi un centre en fait, un institut de recherche. Expliquez-nous aujourd'hui comment travaillez-vous sur la problématique de l'islam? Donc, en fait, au sein de l'université, je mène à part les cours des recherches sur l'islam médiéval, sur la naissance de l'islam, sur aussi la période du pré-islam. On appelle ça islamologie médiévale. Donc, il y a la partie académique qui est à proprement parler un intérêt pour une époque particulière qui s'appelle la naissance de l'islam. C'est toute une discipline. Je m'intéresse aussi aux études coraniques. Donc, on appelle ça Quranic Studies. Aussi, tout ce qui a trait à l'écriture de la doxa, au travail de rassemblement du texte coranique. Ce sont des questions assez importantes. Bon, tout ce qui a aussi précédé la naissance de l'islam, toutes ces religions, sectes, groupes communautaires religieux qui ont vécu en Arabie et qui ont côtoyé Mahomet et qui ont côtoyé cette période assez riche et importante. Donc j'ai fait une thèse sur les Sabéens mandéens, et qui est une secte selon certaines sources qui aurait été celle de la religion de la mère du prophète, des oncles maternels du prophète. Donc je présente dans ma thèse un peu cet environnement où il y avait une chrétienté orientale, il y avait le judaïsme, où il y avait les Sabéens. Et donc, j'ai aussi un travail qui a été mené sur Early Islam, la notion de islam premier, ou la naissance de l'islam. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'école de Princeton, les élèves de Bernard Lewis, notamment Patricia Crone et Michael Cook, qui Mhm. ont publié depuis les années 70 des ouvrages qui s'inscrivent dans ce que j'appellerais moi la nouvelle école de l'orientalisme, le néo-orientalisme, Mhm. et qui a initié une autre relation aux sources arabo-islamiques. C'est-à-dire, Vous incarnez la nouvelle génération après des monuments tunisiens, Hichem Djaïet et Mohamed Talbi. Vous êtes cette nouvelle génération de la relève. Mais je voudrais d'abord vous orienter sur ce livre collectif qui a été co-dirigé par vous, qui s'appelle Alerte précoce, prévention contre l'extrémisme violent. D'abord, comment aujourd'hui définir l'état des lieux concernant cette réalité de l'islam radical en Tunisie? si vous voulez, l'état des lieux, bon, écoutez, je peux vous donner enfin, le livre se décline en trois chapitres. Hein. Nous avons travaillé sur les médiums, c'est-à-dire les médiums de l'extrémisme violent, tous ces espaces par lesquels passent les recruteurs. Nous avons travaillé sur tout ce qui est l'image, la force de l'image. Nous avons travaillé sur les réseaux sociaux et sur aussi les médias classiques, la télé, notamment la télé qui a été depuis les années 90 un recruteur assez redoutable pour notamment la cible des jeunes et la cible des femmes, hein, des ménagères, et qui constitue encore aujourd'hui un espace de radicalisation assez favorable et malheureusement qui utilise le NILSAC et qui entre dans les foyers sans que l'État classique puisse surveiller ces frontières, on va dire, qui dépassent à travers les chaînes satellitaires les limites des frontières classiques que pouvait avoir un État dans le passé. Donc il y a toutes ces médiums dont les chaînes satellitaires, plus bien sûr l'arrivée au milieu des années 90 et à la fin des années 90 d'Internet, qui est venu ouvrir un espace virtuel assez important dans l'espace tunisien, mais même ailleurs, hein, et où justement, à travers Facebook et la chaîne YouTube, il y a énormément de poches de recrutement qui menacent justement encore aujourd'hui de nouvelles vagues de recrutement. Et vous savez très bien que la Tunisie n'est pas isolée.
Nous avons des vulnérabilités assez importantes avec la voisine libyenne, le voisin libyen, avec les frontières assez poreuses et très fragiles. Il y a bien sûr, comme vous le savez, des faiblesses qu'a connu l'État tunisien depuis 2011. Aussi, la Libye a connu. Justement, vous l'avez dit, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, en 2021, la Tunisie a servi de laboratoire et de matrice nourricière. Qu'est-ce qui explique ce terrain de prédilection en Tunisie? On ne pouvait pas l'imaginer il y a quelque temps. Ça que la Tunisie semble se détraquer, en tout cas aller vers cet islam radical, mais qu'est-ce qui il le nourrit? Bon, j'aimerais d'abord vous donner peut-être quelques chiffres. C'est-à-dire depuis quelques années, on parle de au moins 10 000 personnes jeunes depuis 2012, depuis justement l'émergence de conflits en Syrie et en Libye, au moins 10 000 jeunes qui ont été refoulés aux frontières et interdits d'aller à la Syrie via la Libye ou la Turquie. Et on parle de 3 000 à 6 000 combattants tunisiens ayant justement quitté la Tunisie pour aller en Libye, en Syrie et même ailleurs. Il y en a en Mali, au Soudan. Donc malheureusement, ce qui fait de la Tunisie, malheureusement, un espace, une matrice nourricière pour les groupes djihadistes et les individus qui rejoignent les espaces de conflit, c'est beaucoup de failles. Donc, nous avons expliqué, nous expliquons dans ce livre, et il y a un collectif d'auteurs que je remercie, d'universitaires, il y a 17 articles, 15 chercheurs de plusieurs disciplines, notamment de sciences humaines, et puis aussi des experts des ministères différents, de l'Intérieur, de la Justice, travaillant sur le milieu carcéral, de la ministère des Affaires étrangères ayant travaillé sur la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et aussi de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme. Tout cela a donné ce livre que nous sommes en train de traduire vers le français et que nous espérons offrir au lectorat français d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année. Le livre est écrit en arabe pour aider les gouvernants, les experts, pour partager l'expertise et surtout pour dire quelque chose, pour dire que depuis les années 80 et le début, l'émergence des groupes, on va dire, qui croisent islam et djihadisme avec les Arabes afghans, avec le début de la guerre d'Afghanistan. Depuis ce moment-là, le monde a donné des réponses, on va dire, sécuritaires. Et il y a eu 3-4 générations, et nous allons peut-être connaître une 5e génération de djihadistes, sans que pour autant on utilise comme il se doit les sciences humaines. Et donc notre message à nous est là pour dire les solutions sécuritaires sont importantes, les solutions d'information, d'intelligence sont importantes, mais ne suffisent pas pour justement, on va dire, arrêter le fléau ou arrêter le recrutement. Parce que le recrutement… Justement, comment traiter les causes aujourd'hui? C'est un problème majeur qui s'installe sur plusieurs années, mais quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir traiter en profondeur? Et j'ai l'impression que ces milliers de Tunisiens revenus des terres du djihad ne sont pas suivis. Il y a une négligence visiblement par rapport à cette cible. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette attitude du pouvoir tunisien? Bon, d'abord, je dois dire, certains chiffres parlent de 6 000, les chiffres officiels parlent de 2 929, exactement. Donc, à peu près 3 000, parce qu'on parle de personnes qui sont parties, revenues, et qu'il y a eu des confusions même au niveau de certaines identités, des passeports. Donc, l'État tunisien parle officiellement de 3 000 combattants étrangers et à peu près 175 femmes. Donc, il y a des femmes parmi ces combattants et ces femmes ont des enfants. Donc, le problème est devenu encore plus complexe. Et nous avons à peu près justement entre 6 à 9% de femmes et des enfants dont 6 ont été rapatriés
les 6 enfants ayant été dans les prisons libyennes et ayant été rapatriés en janvier 2020. Selon les informations que nous avons, ils sont chez les grands-parents, mais effectivement, il y a lieu de continuer à se poser des questions quant au suivi psychologique, au suivi, on va dire, familial qui est fait aux grands-parents et surtout à leur insertion en milieu scolaire et quel travail a été fait pour préparer l'école, les professeurs et le milieu scolaire à accueillir ces enfants-là qui ont vécu un moment des traumas dans les prisons libyennes avec des mamans qui ne sont pas forcément porteuses de valeurs non violentes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et nous, par le travail qu'on fait dans notre centre de recherche, nous essayons de proposer des pistes. Nous avons proposé même des 11 recommandations pour travailler sur la réhabilitation des revenants de zones de conflit, des points très concrets. Donc, il y a encore tout un travail, on va dire, de mise en confiance entre les instruments classiques de l'État et la société civile et les chercheurs, tout un travail encore et même des instruments, parce que c'est un enjeu très nouveau, un enjeu très embarrassant, mais qui ne l'est pas que pour la Tunisie. Hein. C'est un enjeu de taille pour la région, pour l'Afrique du Nord, pour l'Europe. Notamment pour l'Europe du Sud. Je pense à la France, je pense à la Belgique. Je pense que c'est des pays qui ont été aussi dans les top pays des exportateurs, malheureusement, de djihadistes dans les zones de conflit. Et il y a au moins 1500 djihadistes qui sont partis de la France vers la Syrie. Ces personnes-là sont soit dans les camps, soit revenus dans les prisons, mais il y a tout un travail de réhabilitation, tout un travail de préparation qui nécessite… Mais au-delà de cet état des lieux, est-ce qu'aujourd'hui, il y a les moyens pour traiter la racine du mal? Le pays semble plus que jamais. La classe politique semble coupée par rapport au traitement de ce problème. Est-ce que la Tunisie aujourd'hui, sa classe politique est hors sol? Comment l'expliquez-vous? Bon, il y a un vrai gap, il y a un écart et une forme d'autisme qui est de plus en plus aggravé entre la classe politique et ce qui se passe dans le pays. Apparemment, notre classe politique ne semble pas même se poser des questions par rapport aux enjeux régionaux. Nous savons très très bien que il y a des vulnérabilités sécuritaires avec la voisine libyenne, avec le retour des combattants de Syrie installés dans le ouest et le sud de la Libye, pas loin des frontières tunisiennes. Nous savons très très bien que le Mali connaît beaucoup de problèmes sécuritaires, une sorte de réinstallation de certains groupes, de nouveaux groupes terroristes avec des règlements de compte assez importants. Le Tchad aussi connaît quelques problèmes de cet ordre-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de vérifier les connexions entre ces théâtres-là, le Sahel, la Libye, peut-être l'Algérie? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des données très précises sur cette réalité-là? Il y a eu beaucoup de formations depuis la signature de l'accord avancé avec l'OTAN. Il y a eu beaucoup de formations pour l'armée qui est installée aux frontières, pour les forces de sécurité et la douane qui est un peu installée dans les zones frontalières. Mais il y a c'est des zones assez longues. Il y a des caméras de surveillance, il y a beaucoup d'aide logistique sur cette question, mais le problème n'est pas résolu parce qu'il y a encore des porosités. Il y a malheureusement une criminalité transfrontalière liée à des problèmes de contrebande, à de la criminalité transfrontalière qui profite des moments de faiblesse de l'État, qui profite de cette transition politique en Tunisie pour justement créer des poches de non-État, des poches où ils peuvent être assez forts. Et malheureusement, on ne voit pas de réaction. La classe politique semble être un peu reclus dans son cercle, un cercle
de confort qui gère le politico-politique, mais qui ne prend pas en compte les enjeux régionaux, qui ne prend pas en compte les enjeux sécuritaires assez importants. Et on sait que peut-être une des théories parle de peut-être une nouvelle émergence de, on va dire, la génération 4.0. Hein. Moi, je parle de la génération Ben Laden, de la génération Zarqawi, la deuxième génération qui est apparue en Irak, troisième génération avec Baghdadi en Syrie, et la quatrième génération, il y a des thèses qui disent que elle va émerger malheureusement au Sahel, pas loin de chez nous, et malheureusement on n'arrête pas de mettre en garde la classe politique. Nous avons besoin d'une politique étrangère qui ait une vision claire par rapport à ça. Nous avons besoin d'une politique sécuritaire qui soit prête et préparée par rapport à ces questions. Il y a des chercheurs, il y a des experts, il y a des centres qui sont à jour, mais et nous donnons souvent des recommandations à l'État. Simplement, il y a effectivement l'horloge politique semble assez en retard. C'est-à-dire que vous êtes spécialiste de l'islam, je l'ai dit. Peut-être il y a une explication en tant qu'experte dans ce domaine. Qu'est-ce qui explique cette dérive sectaire de l'islam? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la doctrine elle-même semble menacée par ce détournement en réalité de messages coraniques. Comment l'expliquez-vous et comment surtout justifier cette espèce d'amplification majeure un peu partout dans le monde? Écoutez, dans le livre, j'ai un article qui essaie justement de faire une déconstruction des causes de la radicalisation et des causes de ces dérives. Et nous présentons dans un des chapitres toute une réflexion sur cette fabrique de l'extrémisme violent. Il y a presque une industrie de l'extrémisme violent qui a malheureusement connu une certaine émergence depuis les dernières décennies. Bien sûr, il y a des causes. Ce laboratoire, malheureusement, qui est la Tunisie, qui est un laboratoire de transition politique, est aussi un laboratoire on va dire, qui donne aussi des produits ou le produit des failles. Je parle de 3 failles au moins. Il y a une faille politique, une faille économique et une faille religieuse. C'est-à-dire l'état de l'indépendance, l'état de l'indépendance qui a maintenant entre 70 et un peu plus de 60 ans, commence à vieillir. Il y a tout une armada de inflation de lois qui commence à devenir vieillissante. La vision de l'éducation est elle-même en régression. Il y a eu vraiment une faiblesse au niveau des politiques éducatives. Il y a aussi des faiblesses du discours politique, c'est-à-dire l'échec des régimes ou l'échec des politiques actuellement, c'est que avec la globalisation, on ne présente pas une vision de ce que pourrait être la construction de la Tunisie après l'état de l'indépendance. Bourguiba est venu avec une idée construisant la Tunisie indépendante. Il avait apporté une matrice assez claire avec 2 ou 3 arguments. Un pays qui a été bâti sur l'éducation, la santé, une certaine économie sociale, plus une libération des femmes et une certaine distance entre l'État et la religion. Ensuite, depuis, avec l'émergence de la globalisation, l'ouverture des frontières, l'affaiblissement de l'État, on va dire nation, de l'idée de l'État-nation, il n'y a pas eu de préparation. Il y a eu juste un grand travail sur l'économie, l'infrastructure, mais pas de travail sur la personnalité du Tunisien, le rêve. Qu'est-ce que devrait être la Tunisie du 21e siècle? Il y a pas eu une offre d'une idée, d'un rêve. Personne ne nous fait rêver d'ailleurs aujourd'hui, et personne n'offre cette idée. Sommes-nous plus africains que arabes? Sommes-nous plus musulmans que arabes? Sommes-nous plus méditerranéens? C'est-à-dire dans quelle aventure et comment devons-nous nous inscrire, nous définir? Et moi, je le sens en travaillant dans mon ONG avec mes étudiants et avec les adolescents dans les collèges et les lycées.
Ces jeunes sont extraordinaires, plein d'idées, plein de ressources, mais effectivement, il y a pas c'est-à-dire, il faudrait, à mon avis, même imaginer au sein d'un think tank ce rêve, le nouveau rêve de Tunisien. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la Tunisie est un véritable laboratoire sociologique, mais il y a aussi ce paradoxe tunisien il y a malgré tous les problèmes que vous évoquez, il y a une vitalité de la jeunesse, il y a des éléments absolument inexplicables sur ce dynamisme de la société. Comment, pour terminer cet entretien, voyez-vous cette réalité-là? Comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est le signe de quoi? Bon, bien sûr, c'est comparé à d'autres sociétés de l'Afrique du Nord ou des sociétés arabes. La Tunisie, comme vous le savez, a bénéficié d'un niveau d'éducation assez élevé, d'un accès à l'éducation qui a touché à une majorité de la population, ce qui donne justement on va dire, ces revendications, ces attentes assez hautes des citoyens tunisiens, de la population tunisienne. La population tunisienne a des rêves assez exigeants, a des attentes assez importantes parce qu'elle a eu accès à l'éducation, parce qu'elle a eu accès à Internet et elle est capable de comparer avec d'autres sociétés du monde libre, du monde occidental. Elle est capable d'imaginer d'autres façons de vivre et de proposer et de demander aux gouvernants des droits d'accès par rapport à des droits sociaux et culturels. Entre-temps, il y a des échecs, il y a des échecs économiques. Malheureusement, l'horloge du politique prend tout le temps et l'espace de cette transition, et l'horloge de l'économique est en train d'être bloquée par justement une certaine inertie et on va dire une certaine incapacité des acteurs actuels qui sont dans une impasse, je dirais une impasse mexicaine. Hein. C'est vraiment, on a des acteurs qui sont dans les trois présidences qui se tirent l'un sur l'autre. C'est vraiment l'image de l'impasse mexicaine et n'arrive pas réellement à peut-être faire émerger une solution. Bon, aujourd'hui, on voit peut-être le président, à l'heure où on est en train de discuter, donc est en train de discuter avec le Premier ministre et d'anciens Premiers ministres qui étaient au pouvoir, dont Farfer, Cheikh et Ali Laraïef, et ils sont en train d'essayer de penser quelle serait l'issue à ces blocages qui font que le pays est, on va dire, tétanisé, asphyxié depuis quelques mois. C'est des blocages graves et à mon avis, toutes les solutions ne peuvent pas réellement résoudre les questions qui sont des questions structurelles dans l'actuelle constitution, la constitution de 2014. Ce qui devrait arriver, c'est vraiment commencer sérieusement à réfléchir, à d'abord faire démarrer l'économie et en même temps travailler sur quelques solutions politiques, notamment peut-être l'idée d'une troisième république avec une vraie réforme de la Constitution, notamment le chapitre de pouvoir politique et surtout du pouvoir local qui pose de sérieux problèmes et, à mon avis, nous donnent ou nous mettent dans un piège assez grave, celui de l'effritement de l'État, celui de l'affaiblissement de l'État. C'est-à-dire d'un mot avant de conclure. Comment voyez-vous l'avenir? C'est-à-dire où va la Tunisie? Sans deviner véritablement ce qui va advenir, mais ce qui est délicat. Mais comment voyez-vous cette tendance en quelques mots, hein? Écoutez, il y a une vraie, malheureusement, radicalisation des discours. Mais moi, je pense que les débats assez violents qui ont lieu aujourd'hui peut-être mettent le doigt sur des plaies qui ont été cachées par une certaine cohabitation, on va dire trompeuse, entre Narda et Nidé. La cohabitation de 2015-2019, en fait,
n'a pas résolu les problèmes, elle les a juste cachés. Et on n'a pas réellement touché aux questions brûlantes et peut-être engagé les réformes. C'était vraiment, on va dire, une cohabitation molle et peut-être entre guillemets lâche, c'est-à-dire c'est comme si on a eu une grand-mère qui, au lieu d'enlever la poussière sur la télé, elle a mis une nappe sur la télé. Donc en fait, malheureusement, on a eu une décennie qui n'a pas réellement entamé les vraies questions. Tous ces conflits qu'on voit, tous ces débats assez violents peuvent déboucher sur deux scénarios. Soit le scénario de la violence et la déliquescence de l'État, et c'est peut-être une forme de réaction à la globalisation. Hein. L'État ne peut pas tenir. Rapidement, oui. Le deuxième scénario, c'est peut-être une vraie solution en crevant les abcès, en affrontant les questions qui fâchent et en commençant avec peut-être un certain courage, mais ça ne peut pas être fait qu'avec les acteurs actuels, parce que les acteurs actuels, malheureusement, font partie du problème. Donc, il faudrait peut-être des solutions, on va dire, une dose, une injection d'acteurs externes ou nouveaux qui pourraient peut-être améliorer la donne. Emna Djeblaoui, je rappelle que vous êtes universitaire, vous êtes spécialiste de l'islam et que vous venez de co-diriger un livre qui s'appelle Alerte précoce, prévention contre l'extrémisme violent. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci, chef, merci. Au revoir. M. Benmaïch, pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.